Vous faites bien de suivre Michapi Voice Télévision. Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle session d'information combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 à Goma dans la province du Nord Kivu. 70 cas de choléra enregistrés dans l'aire de santé de Buhimba. C'est une alerte faite par les acteurs humanitaires. Chancela Kambazi nous en dit plus. Ces 70 cas de choléra ont été enregistrés en une semaine près du site déplacé de Bulengo à l'ouest de Goma. D'après un rapport humanitaire, au moins 80% de cas de choléra signalés dans la province du Nord Kivu provient des sites déplacés. Une augmentation de cas de choléra justifiée par le démantèlement de nombreux sites qui occasionnent la dispersion des déplacés et la suspension des activités de surveillance épidémiologique. Les dernières statistiques de la situation épidémiologique du choléra en République démocratique du Congo révèlent que 877 cas ont été notifiés et 28 décès. La province du Haut-Lomami est en tête de liste avec 499 cas, soit 57% de tous les cas. Il s'est ouvert ce mercredi 12 février à Arusha en Tanzanie le procès opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Devant la Cour africaine de droits de l'homme et du peuple, la République démocratique du Congo veut obtenir des sanctions contre son pays agresseur qui est le Rwanda. Suivez. Au cours de ces procès, la République démocratique du Congo veut faire reconnaître et obtenir des sanctions contre les régimes du Rwanda à la suite des atrocités commises dans l'est du pays. Le gouvernement congolais a salué le début de ces procès qui fait partie du front judiciaire que mène la République démocratique du Congo contre le Rwanda. Selon Maître Samuel Mbemba, vice-ministre des Affaires étrangères, après cette phase interviendra celle des fonds au cours de laquelle la RDC va présenter des preuves des exactions subies par les victimes devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Il a assuré avoir réuni toutes ces preuves grâce à l'implication des organisations des droits de l'homme congolaises et autres experts en la matière. Lors de cette première audience, l'avocat conseil du Rwanda a plaidé sur les exceptions d'incompétence de cette Cour. Il a demandé que la requête de la République démocratique du Congo soit rejetée parce qu'elle ne relève pas de la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Les avocats conseils de la République démocratique du Congo ont tous rétorqué en prouvant la compétence territoriale et élargie de la KDHP. Pour Maître Jean-Paul, hormis le vice-ministre de la Justice et contentieux international, de nombreuses autorités congolaises prennent part à ces procès à Arusha, dont les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, le professeur Alphonse Tumba-Luaba. Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs, projet de sortie des crises porté par la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo ne cesse de faire couler encre et salive. Si pour certains cette démarche profite à l'ennemi, le président Félix Tshisekedi plaide lui pour l'inclusivité dans cette démarche. Suivez. Cette position du chef de l'État congolais a été révélée mardi 11 février après les échanges entre lui et les plateformes des confessions religieuses. Le président Félix Tshisekedi est ouvert à l'initiative, mais à condition qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire les deux confessions qui ont été reçues avant, ensemble avec nous, nous trouvions un créneau pour faire un programme commun. Ce sera un exemple que nous allons donner à la nation pour l'unité, a laissé entendre le numéro 1 de l'église Réveil du Congo, l'archevêque Ejiba Yamampia. L'UDPS, de son côté, estime que les initiatives politiques ne sont pas l'apanage de l'Église. Tout en soulignant le caractère laïque de l'État congolais, l'UDPS note que l'Église n'a pas pour vocation de prendre des initiatives politiques en lieu et place des institutions de la République, lit-on dans un communiqué de l'UDPS du 11 février. Messieurs les représentants des institutions ecclésiastiques, il est impératif de clarifier que tout dialogue susceptible de conduire à la capitulation et à la trahison de notre souveraineté est inacceptable, a écrit l'ODEP dans son communiqué du 11 février. La SENCO et l'ECC ne sont pas prêtes à lâcher prise. Qui vivra, verra.
Toujours dans le même registre, interrogé par Michapi Voice Télévision, la société civile de la République démocratique du Congo dit respecter la démarche de la CENCO et de l'ECC, mais estime que dialoguer avec les agresseurs, c'est répéter les erreurs du passé. Christopher Ngoyi est président de la société civile congolaise. Bon, à notre niveau, nous disons que nous respectons d'abord les chefs des confessions religieuses, notamment l'Église catholique, avec le cardinal Mbongo, que je connais personnellement, et le révérend Bokundua de l'ECC, ainsi que les porte-paroles Monseigneur de l'Ancien Cholet et révérend Eric Senga. Je les respecte beaucoup. Mais je crois que le contexte actuel, qui appelle à la cohésion de tous les fils et filles de la République du Congo, nécessite que nous puissions répondre à une agression étrangère qui utilise les mêmes méthodes comme en 1997, en instrumentalisant des Congolais. Et ils arrivent sur notre territoire pour d'autres visées. Et voilà que cette fois-ci, les histoires se répètent, mais nous ne pouvons pas faire commettre les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs pour éviter, pour ne pas subir les mêmes conséquences. Et sachez que le gouvernement congolais a annoncé mardi 11 février l'interdiction de l'espace aérien congolais au survol et à l'atterrissage de tout aéronef civil ou d'État immatriculé au Rwanda ou basé dans ces pays. Une mesure faisant partie des sanctions prises par la République démocratique du Congo en rapport avec l'agression rwandaise. Dans un autre chapitre, la campagne Pas d'école sans banc du service national se poursuit à Kinshasa. Au nom du président de la République, le commandant du service national a offert ce mardi 11 février 300 bancs à Liti et Kitomesa de Kisenso et 300 autres bancs à l'école Excellencia de Bandalungwa. Suivez. Nous sommes dans le processus sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, de doter toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa en bancs. Et ces bancs sont fabriqués par le bâtisseur du service national. Un atelier est construit en Célé. C'est de cet atelier que sortent ce banc. En fait, vous savez, le chef de l'État commandant suprême a initié la gratuité de l'enseignement. Parmi les mesures d'encadrement pour l'effectivité de cette gratuité d'enseignement, c'est l'équipement, la construction des écoles. Pour notre part, pour ce qui nous concerne, nous avons reçu la mission ou l'instruction de nous occuper de la partie dotation ou équipement des écoles en banc. Nous avons la capacité de produire 2000 bancs par mois. Imaginez si nous installons 2-3 ateliers dans la ville-province de Kinshasa. Donc nous aurons la capacité de produire 6000 bancs. Et faites la sommation au bout d'une année, on peut produire 72 000 bancs. Les 72 000 bancs de 3 places assises, c'est 216 000 élèves. 216 000 places assises en une vacation. Imaginez qu'il y a 2 vacations par école. Donc on donnera à nos élèves, on donnera aux enfants de la ville-province de Kinshasa 432 000 places assises en une année. Et imaginez que si cette opération avait été lancée il y a de cela 10-15 ans, on n'aurait pas de problème de bancs scolaires dans la ville-province de Kinshasa et peut-être sur l'ensemble du territoire national. Ne voyez pas les défis qui se présentent devant nous, mais voyez les atouts
Voyez ce que nous avons déjà réalisé. C'est encore... En dehors des frontières de la République démocratique du Congo, l'ONU a déclaré l'état de famine dans au moins 5 régions du Soudan où des personnes meurent chaque jour de faim et des maladies liées à la famine. Détail avec nos confrères de VOA Afrique. Cet homme est arrivé 2 jours plus tôt dans un site de réfugiés à la frontière du Tchad avec le Soudan, après avoir effectué un périlleux voyage à pied de 340 km depuis le camp de déplacés de Zamzam au Darfour du Nord. Ce camp est en proie à la famine et assiégé par les FSR, les forces de soutien rapide. Son témoignage est anonyme pour des raisons de sécurité. Je le jure, ce qui se passe à Zamzam est terrible. Les explosions ont transformé les citoyens en cadavres. Il n'y a ni argent ni nourriture. Parfois, nous n'avons qu'un seul repas par jour. Ce réfugié nous a raconté comment lui et d'autres membres de la communauté de Zamzam ont dû enterrer 25 enfants morts de faim. Selon les Nations Unies, certaines régions du Darfour sont en état de famine. C'est la première fois en 7 ans que le monde est confronté à une telle situation. Les groupes d'aide et les résidents disent que le camp de 300 000 habitants est aussi régulièrement bombardé par les FSR, l'une des parties belligérantes dans la guerre civile du Soudan qui a évolué à partir de la milice Janjaweed. Un autre habitant de Zamzam qui s'est réfugié au Tchad a également demandé à rester anonyme par crainte de représailles. Lorsque nous sommes arrivés, nous pensions que la région serait sûre parce que les organisations humanitaires y étaient basées. Nous pensions que les Janjaweed ne les attaqueraient pas, mais ils l'ont fait. Les jeunes et les personnes âgées furent les premiers à périr. Les personnes âgées et les enfants étaient les plus vulnérables. De nombreuses familles ont perdu leurs jeunes enfants à cause de la malnutrition et du manque de soins médicaux. Le programme alimentaire mondial de l'ONU affirme que la famine est due au conflit. Le point principal est qu'il s'agit d'un conflit créé par l'homme et en conséquence la famine aussi. Et la solution ne peut être que d'origine humaine. Une pause humanitaire serait nécessaire pour éviter que cette situation ne devienne l'une des pires situations de faim ou de famine dans le monde depuis des décennies. Alors que l'ONU continue de distribuer de la nourriture aux réfugiés ici au Tchad, elle affirme que la famine au Darfour devrait s'étendre à 5 autres régions du Soudan d'ici le milieu de l'année 2025. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a exprimé son soutien à la Palestine, position rendue publique lors de sa visite de 2 jours en Malaisie. C'est un reportage de nos confrères des CGTN. Le président turc est le 5e chef d'État ou de gouvernement à effectuer une visite officielle en Malaisie cette année. La Malaisie assumant la présidence de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, pour 2025. Si la Malaisie et la Turquie ont conclu une série d'accords sur le commerce, l'investissement, la coopération stratégique et la défense, la crise à Gaza a été au cœur des discussions entre le président turc et le Premier ministre malaisien, 2 dirigeants qui n'ont cessé d'exprimer leur soutien aux Palestiniens. Au début de sa visite, le président turc a rejeté l'idée que les Palestiniens doivent quitter Gaza, comme l'a proposé le président américain Donald Trump. M. Erdogan a également déclaré que c'est Israël qui devrait supporter les dizaines de milliards de dollars nécessaires à la reconstruction de la bande de Gaza. Erdogan et le Premier ministre Anwar Ibrahim se sont tous deux engagés à aider Gaza et à soutenir la création d'un État palestinien. Les États membres de l'ASEAN seront les bienvenus pour agir ensemble afin d'éradiquer la victimisation du peuple palestinien à Gaza. Offrir une aide supplémentaire, qu'elle soit humanitaire ou financière, n'est pas de la seule responsabilité de la Turquie ou de la Malaisie. Nous devons travailler ensemble. Bien sûr, il y a aussi la question de la politique de dépossession. Lorsque l'on vole les terres, les maisons et les biens des gens, il y a 2 problèmes que nous devons résoudre. L'un est bien sûr l'aide humanitaire immédiate, l'autre est une résolution à long terme juste et à l'amiable du problème.
Dans le même temps, la Malaisie, la Turquie ainsi que le Qatar et le Pakistan seraient prêts à accueillir des prisonniers palestiniens qui seront expulsés après leur libération dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu avec Israël. Israël a déclaré qu'il n'autoriserait pas les personnes condamnées pour les crimes les plus graves à se réinstaller à Gaza ou en Cisjordanie. Quelques 70 prisonniers de ce type se trouveraient en Égypte dans l'attente d'une expulsion. Merci à vous d'avoir suivi cette session d'information sur Michapi Voice Télévision. Merci également à Christian Chibaka et à Bénédicte Anakasala de nous avoir aidés pour la rédaction de ce journal. Merci aussi à Maurice Molila pour la partie technique. Au revoir et à très vite.